Alors, bon, on a été un peu plus long que prévu, c'est une fois, enfin, on a l'habitude, mais je pense que c'est important de voir, enfin, c'était important de faire ce calcul dans la limite newtonienne parce que, comme je disais, c'est la seule chose qui nous manquait, c'est l'intensité en fait du lien entre la géométrie et le contenu matériel. Et c'est vraiment ça, c'est le couplage entre les champs matériels et la géométrie qui intervient dans la relation entre l'action de la matière et l'action de la géométrie. Donc le poids relatif des deux, ou si on préfère, le lien entre le tenseur le tenseur d'Einstein et le tenseur énergie-impulsion, c'est ça qui donne. Ouais, c'est comme une constante de couplage. C'est vraiment voilà, la relation quantitative entre les deux. Comme j'ai dit aussi, il n'y a en fait qu'une seule gravitation. Enfin, finalement, disons, dans ce concept général où il y a un espace-temps décrit comme une variété, sans fixer la métrique, mais justement l'idée que ce sont les équations de la physique qui définissent la géométrie de l'espace-temps avec les conditions minimales qu'on a énoncées, soit le théorème de Cartan, soit via l'action d'Einstein et Hilbert. Il n'y a qu'une gravitation possible. Maintenant, attention quand même, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'autres gravitations en relaxant certaines hypothèses. Par exemple, on a pris la connexion de Levi-Civita qui fait une identité entre ligne droite et ligne la plus courte, toutes ces choses-là. Donc c'est une connexion qui est sans torsion. On peut chercher à voir ce que pourrait faire une torsion. Et si jamais, en fait, la connexion n'était pas sans torsion, qu'est-ce que ça ferait? Ça peut faire des extensions. Il y a d'autres façons de formuler une théorie de la gravitation. Je ne dis pas que c'est la seule théorie de la gravitation possible, mais c'est la seule théorie de la gravitation possible qui s'appuie sur les hypothèses fondamentales qu'on a énoncées, et qui ne sont pas si nombreuses que ça, en particulier qui est au deuxième ordre. Il se pourrait très bien qu'il y ait des termes d'ordre supérieur, au deuxième ordre en dérivé de la métrique. Après tout, pourquoi pas? Mais en fait, la gravitation étant très faible, parce que vous savez, la force gravitationnelle est beaucoup plus faible que, par exemple, la force électromagnétique. Hein, la force d'attraction, la force d'attraction entre deux électrons, ou un électron et un proton, est infiniment plus faible que la force d'attraction ou de répulsion entre ces deux charges élémentaires. Donc c'est une force très très faible. Donc il pourrait y avoir aussi des termes, je dirais, à l'ordre supérieur. Mais de toute façon, on ne les verrait pas. Donc on peut aussi s'amuser à étendre dans cette direction-là. Mais en tout cas, les équations d'Einstein sont vraiment bien... elles sont bien identifiées dans leur structure, dans leur signification physique, et il y a vraiment beaucoup de caractères d'unicité associés à ça. Il y a, évidemment, ce paramètre-là pourrait être n'importe quoi. Ça ne changerait pas la structure, la philosophie, la nature profonde de ce qu'est la gravitation, de ce qu'est l'espace-temps, etc., si ce facteur-là était plus grand. Donc il vaut ce qu'il vaut, ok, ça on mesure, la force de gravitation, c'est ce qu'avait fait Newton, et donc on a retrouvé ça là, avant la pause. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre ces équations. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas résoudre ces équations, c'est-à-dire qu'elles sont trop compliquées, et sauf dans des cas extrêmement particuliers, essentiellement des cas où il y a beaucoup de symétrie, c'est toujours comme ça en physique, si vous cherchez à comprendre, à traiter un problème qui n'a aucune symétrie et qui est macroscopique, vous n'allez pas y arriver. Si vous êtes dans des situations où il y a des symétries, alors on arrive à résoudre ces équations. En particulier, dans le cas d'une symétrie sphérique, je croyais que j'avais déjà changé. Dans le cas d'une symétrie... Oh, bien. Waouh.
dans le cas d'une... Et puis en plus, ça shoot. Dans le cas d'une symétrie sphérique, on peut montrer, donc c'est le théorème de Birkhoff peut-être, qu'il n'y a en fait qu'une seule solution des équations d'Einstein à symétrie sphérique, et que cette solution est par ailleurs statique, c'est-à-dire invariante par translation dans le temps, et asymptotiquement plate, c'est-à-dire qu'à l'infini, on tend vers l'espace-temps de Minkowski, la métrique est à mu nu, et cette solution, c'est la solution de Schwarzschild. C'est tout à fait remarquable. Schwarzschild a trouvé cette solution tout de suite après la publication de la relativité générale, dans sa chambre d'hôpital, semble-t-il. Il avait été blessé au front en 1916. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il s'est dit, tiens, je vais faire de la relativité. Il y a cette nouvelle théorie qui est sortie. Il s'est mis à la relativité générale et il a tout compris. Il a trouvé la solution qui est essentiellement la seule solution qu'on ait aujourd'hui. Pas tout à fait quand même, j'exagère. Donc on a des solutions de trous noirs chargés aussi, ou en rotation, les trous noirs de Kerr. Et puis on a la solution de l'expansion de l'univers, enfin la solution cosmologique, avec aussi évidemment une hypothèse de symétrie forte, hein, avec le principe cosmologique, hein, qui dit que en fait, tous les points se valent, c'est-à-dire que on peut trouver des coordonnées dans lesquelles l'espace est homogène et isotrope. Pas de direction privilégiée, pas d'endroit privilégié. Donc c'est le principe du principe cosmologique. Et moyennant ces hypothèses de symétrie, alors on peut résoudre les équations d'Einstein, parce qu'il y a plein de choses qui se simplifient. Mais sinon, ça, c'est quand même 10 équations, en fait, hein, parce que c'est des tenseurs symétriques. Alors il y a des contraintes internes, on peut dire qu'il y a 6 équations indépendantes, mais qui sont les identités de Bianchi. Il y a 6 équations indépendantes, mais c'est hautement non linéaire, tout ça est couplé, hein, et donc ça ne se résout pas facilement. Alors, donc pour résoudre, il faut des symétries, ou faire des hypothèses de champs faibles, c'est-à-dire qu'on peut linéariser ces équations, c'est-à-dire dire que, comme on vient de le voir en champ faible, mais donc on dit que G mu nu, c'est état mu nu plus une petite perturbation, et on dit que ça, c'est petit devant 1, ok, c'est-à-dire par rapport à ces coefficients-là, et on peut écrire les équations d'Einstein au premier ordre, et voir, du coup, retirer tous les termes du second ordre, et donc quand c'est linéarisé, c'est plus facile. Quand on fait ça, on voit apparaître, alors on a vu ce que ça donnait là, quand on a cherché la limite newtonienne, mais si on se place par exemple dans le vide, c'est-à-dire on dit, enfin, ou pas forcément, mais vous pouvez aussi vous mettre dans le vide, donc T mu nu égale 0, vous mettez au premier ordre et vous allez voir qu'effectivement, c'est pas parce que vous êtes dans le vide que vous avez G mu nu qui vaut 0. Vous pouvez avoir de la gravitation dans le vide, mais à ce moment-là, en fait, vous avez une équation d'onde, et ce sont les ondes gravitationnelles que vous voyez apparaître, c'est-à-dire vous pouvez, de même que à partir des équations de Maxwell, vous pouvez voir qu'il y a une équation d'onde égale 0, enfin ça étant, d'accord, 1 sur C2, D sur dt2, moins Laplacien, enfin, ok. Vous pouvez linéariser les équations d'Einstein et, en regardant au premier ordre, faire apparaître, moyennant un choix de jauge qui va bien, parce qu'évidemment, quand vous avez une solution, vous pouvez faire un changement de carte, et c'est encore une solution, puisque l'équation d'Einstein ne dépend pas de la carte dans laquelle on regarde. Donc, vous pouvez avoir un certain G mu nu qui est solution, vous avez tous les G mu nu qui sont obtenus par changement de carte de la même métrique, qui sont encore des solutions. Mais donc, vous pouvez choisir
une carte particulière qui rend les choses plus faciles à lire. Donc ça s'appelle un choix de jauge, exactement comme en électromagnétique. En électromagnétisme, ce qui compte, c'est le champ E et le champ B. Le champ A sous-jacent et le champ V sous-jacent peuvent être modifiés sans que ça change les choses. Vous pouvez choisir la jauge et vous voyez apparaître en fait une équation exactement la même à partir des équations d'Einstein. Alors, moyennant une trace inversée ici, peut-être on fera, je ne rentre pas dans les détails, mais la perturbation de la métrique minkowskienne obéit à une équation d'onde. Et avec le même opérateur ici, vous voyez au passage que les ondes gravitationnelles se propagent à la vitesse de la lumière. C'est juste écrit là, d'accord? C'est la même équation. Vous pouvez regarder les conditions de polarisation de ces ondes exactement comme vous le faites pour la polarisation du champ électromagnétique. Bref, il y a tout un développement qu'on peut faire à partir de ces équations en champ faible. Et c'est toute la question des ondes gravitationnelles. Vous savez que maintenant, on sait même détecter des ondes gravitationnelles, ce qui est une prouesse absolument extraordinaire. Depuis 2015, l'humanité a vu les premières ondes gravitationnelles en provenance de coalescence de deux trous noirs, etc. Enfin, je suppose que vous avez tous suivi un peu ces choses-là. Donc, tout ça pour dire que les équations d'Einstein, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont très contraintes parce qu'en fait, c'est la chose la plus simple qu'on puisse faire quand on se dit la gravitation, en fait, c'est de la géométrie parce que principe d'équivalence, voilà. Mais on ne sait pas les résoudre, sauf en supposant en se mettant à l'ordre linéaire, dans une certaine mesure, et encore, ou alors avec des symétries. Alors, le problème, c'est comment on définit une symétrie. C'est pas si simple. Et par ailleurs, on aura besoin... Donc du coup, on ne va pas le faire aujourd'hui. J'espérais commencer, mais... on va obtenir la solution de Schwarzschild, qui décrit donc le champ gravitationnel autour d'un astre à symétrie sphérique, donc typiquement autour de la Terre, autour du Soleil. Donc ça, c'est quand même important. C'est remarquable qu'on ait accès à cette solution-là. Alors évidemment, on suppose que le Soleil est parfaitement sphérique, mais enfin, les petites variations ne vont pas changer grand-chose. Donc on a une très bonne approximation du champ gravitationnel autour du Soleil donné par la métrique de Schwarzschild. Cette métrique fonctionne aussi lorsque, pour un corps de densité beaucoup plus grande, et il apparaît un phénomène assez déroutant au premier abord, qui est le phénomène trou noir. Bien sûr, vous avez entendu parler aussi. Tout ça est décrit par la même métrique de Schwarzschild. Donc on va l'écrire, on va regarder ce qui se passe, comment ce champ gravitationnel modifie les trajectoires, l'avance du périhélie de Mercure, la déflexion des rayons lumineux, donc ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles au voisinage des masses. Tout ça est intéressant. On verra aussi comment sortir de cette métrique le redshift gravitationnel, dont on avait vu que c'était une conséquence inévitable du principe d'équivalence, et j'en avais mis ça dans le partiel aussi. Si vous envoyez un photon d'ici vers le haut dans le champ gravitationnel, la fréquence à laquelle il est reçu est plus faible que la fréquence à laquelle il est envoyé, et inversement. Donc tous ces effets-là, on peut les tirer directement de la métrique de Schwarzschild. Mais pour le faire bien, pour voir comment effectivement un photon émis du bas vers le haut voit sa fréquence varier, alors c'est pas sa fréquence, disons, comment la fréquence mesurée ici et la fréquence mesurée là varient, ou pareil si on le fait descendre un potentiel gravitationnel. Pour bien comprendre ça de façon rigoureuse, il faut introduire ce qu'on appelle des vecteurs de Killing, qui sont liés...
ou les champs de vecteurs de Killing, qui sont liés au même formalisme qui permet de définir les symétries. Et donc, je voulais faire une petite annexe sur les symétries, les dérivés de Lie qui sont liés à tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une métrique est symétrique? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une sphère ronde a la symétrie sphérique? Parce qu'on va s'en servir, évidemment, dans le cas de la métrique de Schwarzschild. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? C'est pas compliqué, mais il faut le formaliser proprement, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Si vous regardez, il y a beaucoup de bouquins qui vont vous faire Schwarzschild en disant une symétrie sphérique, mais ils n'ont jamais défini vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, c'est quand même important. Alors, je ne dis pas qu'on le fera en parfait détail, mais je veux au moins que vous compreniez le principe, l'idée qu'il y a derrière la symétrie. Et donc, je vais introduire la notion de flot d'un champ de vecteurs, d'où on tirera la notion de dérivée de Lie, qui est quelque chose d'important. Vous avez déjà vu, je crois que je l'avais même mentionné, mais vous l'avez déjà vu sans doute sans le dire, ce crochet de Lie, le commutateur entre deux champs de vecteurs, c'était aussi dans le partiel, qui est en fait la dérivée de Lie du champ Y dans la direction du champ X. Et on aura besoin de cette dérivée de Lie pour définir justement une symétrie et ensuite des vecteurs de Killing qui sont justement les champs de vecteurs qui implémentent, ou qui témoignent de ces symétries. On verra comment dire ça. OK, donc le programme est le suivant. Je vais appeler ça annexe. Et ça va être une annexe 2 parce qu'on a déjà fait une annexe 1, si vous vous souvenez, qui était l'annexe sur l'algèbre multilinéaire. On avait défini les tenseurs. Il y avait pas mal de choses importantes qui, évidemment, si vous connaissiez les maths sous-jacentes à l'avance, ça aurait été, on aurait pu s'abstenir, mais c'est important de le voir. Donc, celle-là, je l'ai appelée donc, symétrie. Deux points. Flot. Dérivée de Lie. Et quoi d'autre? Et vecteur de Killing. Voilà. Alors, la première notion à introduire, c'est une notion très importante en géométrie différentielle, c'est la notion de push forward et de pull back. Bon, les noirs sont morts, ça fait aucun doute maintenant. Allez hop, on va passer au bleu. Push forward, en français on dit push forward et pull back, il y a sans doute des noms normalisés, mais bon, enfin, vous trouvez ça partout. Donc push forward, pull back, d'accord? Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, je vais commencer par... Ah, quelle horreur. L'idée... Ouais, ça, c'est bien. Je vais commencer par le pullback d'une fonction. L'idée, c'est que vous avez deux variétés, m et n, et vous avez une fonction smooth, une fonction lisse entre les deux. On sait définir des fonctions lisses via Descartes, etc. Vous avez une fonction lisse. Et l'idée du push forward et du pull back, ça va être de prendre des quantités ici et les amener là. Ça, c'est le push forward. Ou prendre des quantités là et les amener là. Ça, c'est le pull back. Donc, on va commencer par le pull back d'une fonction. Donc, vous avez une fonction qui est définie sur n, et vous voulez en faire une fonction qui est définie sur m. Alors là, c'est complètement trivial. Soit une fonction f qui est dans C infini de n, donc c'est une fonction qui est définie là-dessus. Voilà, en chaque point, je la représente par exemple par ces courbes de niveau, peu importe. Voilà. Vous avez une fonction qui est en chaque point
Enfin, c'est de M dans R, je vais l'appeler N, la dimension de la variété N, justement de N dans Rn, qui à un certain point P donne f de P. Dans R, excusez-moi, une fonction C infini de N, ça fait juste un nombre. Vous avez une fonction comme ça, et vous voulez, à partir de cette fonction, et de la fonction phi, qui va être le guide, c'est ça qui fait la correspondance entre M et N, et qui permet de pusher forward des trucs et de pull back d'autres trucs. À partir de cette fonction, vous voulez faire une fonction définie sur M. Bon, bah, c'est complètement trivial. Vous en faites une fonction, alors qu'on va noter phi étoile appliqué à f. Donc ça va être une nouvelle fonction et que vous définissez tout simplement. Alors, donc vous voulez que ce soit une fonction, cette fois de C infini de M. Vous voulez faire une fonction définie sur M. Comment vous faites ça? Bah, évidemment, vous dites que phi étoile f d'un point P de M, eh bien, c'est simplement f rond phi de P. Phi vous amène là, et puis là, vous avez une fonction définie. Donc, évidemment, vous avez une fonction définie là. Ce n'est pas sorcier, d'accord? Donc, ça s'appelle le pullback de la fonction f. Alors, on le note généralement sans mettre les parenthèses, mais c'est le pullback de f appliqué à P qui vaut f rond phi de P. Pullback de f par la fonction phi. D'accord. OK, c'était facile. Alors maintenant, on va push forward des vecteurs définis sur M. Push forward d'un vecteur. Donc cette fois, donc là vous voyez, si vous voulez, ce phi étoile, c'est une... quand c'est appliqué à une fonction, ça va de C infini de N à C infini de M. Ça ramène une fonction de la destination au départ. Push forward d'un vecteur. Alors, cette fois, on va prendre un vecteur de la première variété, on va en faire un vecteur de la deuxième variété. Comment on fait ça? Donc, en fait, on va partir de Tm, donc le fibré tangent dans la première variété, et on va dans le fibré tangent de la deuxième variété. Comment on fait ça? Ben, on prend un certain vecteur. Alors, on note cette fois avec l'étoile en bas. Quand c'est pullback, c'est en haut. Quand c'est push forward, c'est en bas. C'est une convention. J'exclus pas que vous trouviez autre chose ailleurs, mais essentiellement, c'est la convention qui est adoptée généralement. Donc, vous prenez un vecteur du point de départ, donc appartient à un certain TPM, et vous en faites un vecteur à l'arrivée, que vous notez donc push forward de x. Reste à définir comment. Alors, comment vous allez définir un vecteur dans l'espace d'arrivée? Alors, c'est quoi un vecteur? C'est un opérateur qui agit sur les fonctions. Opérateur différentiel. C'est d'ailleurs, vous vous rappelez, c'est la vitesse d'une certaine courbe dont x est justement le vecteur tangent, etc. Alors, comment vous définissez phi étoile x? Bah, c'est complètement naturel. Donc, vous avez ici un vecteur qui a... ok, je noterai ça après. Vous avez un vecteur qui doit agir sur une fonction. Et comment vous faites? Eh bien, en fait, vous voulez agir sur une fonction de C infini de M. De n, pardon. Une fonction, vous voulez un vecteur ici, dans un plan tangent ici. Vous voulez donc agir sur une fonction de C infini de n.
mais vous avez un vecteur qui est défini dans un plan tangent de M. Comment vous pouvez, avoir, avec un vecteur ici, travailler sur une fonction qui est là? Un vecteur ici, ça agit sur une fonction qui est ici. Ah, ben oui, mais c'est facile. Il suffit de ramener la fonction ici, là, et à ce moment-là, vous agissez dessus. Donc en fait, phi étoile x de cette fonction-là, ça va être x appliqué au pullback de f, c'est-à-dire à f rond phi. Parce que là, du coup, vous avez une bonne fonction en bonne et due forme de c infini de m. Et x, c'est un vecteur tangent de m, vous savez comment il agit sur les fonctions. Donc vous voyez, c'est complètement naturel. Un vecteur d'ici, vous pouvez l'emmener là. Oui? Oui, alors, oui, parce que TM, vous rappelez, c'est l'union des TPM. Donc, oui, c'est un vecteur en un certain point. D'accord? Mais c'est vraiment une application de là, dans là, à là, au sens où, quel que soit le point, enfin, quel que soit le vecteur tangent en n'importe quel point, vous en faites un autre de l'autre côté. Donc, vraiment, ça prend tout le fibré d'ici, ça le met là. D'une façon on ne peut plus naturelle, vous n'avez qu'une seule chose à votre disposition, c'est phi, qui vous permet justement d'aller vers l'avant, vers l'arrière, suivant le corridor. Alors attention, vous voyez que vous pouvez push forward des vecteurs, vous ne pouvez pas forcément pull back des vecteurs. Parce qu'un vecteur d'ici, qui agit sur une fonction f, comment vous en faites un vecteur qui agit sur une fonction d'ici? Il n'y a pas moyen de passer d'une fonction là à une fonction là, sauf si phi est inversible. Alors à ce moment-là, le push forward de m vers n, c'est le pullback de la fonction inverse. Mais si phi n'est pas inversible, vous pouvez juste pullback des fonctions, push forward des vecteurs, exactement comme ça. Vous voyez que cette définition est très naturelle. Par contre, maintenant, vous pouvez pull back des formes linéaires. Donc, on va pouvoir pull back des covecteurs d'ici à là. Donc, on push forward des vecteurs, on pull back des covecteurs. Mais vous allez voir, c'est très simple. Juste une remarque avant, c'est un petit exercice très simple que je vous encourage à faire ou qu'on pourra même mettre dans l'examen, j'en sais rien. Enfin, c'est le genre de petits trucs qui sont jouables facilement. Je suis à vous tout de suite. Vous pouvez montrer que si vous avez une courbe gamma ici, et en un certain point, vous avez un certain vecteur tangent, V, ce qu'on a toujours noté, V, gamma en gamma de P, d'accord? Vous pouvez push forward la fonction, donc la courbe, enfin, disons, pardon, vous pouvez push forward la courbe par phi, c'est-à-dire que enfin, à chaque point, vous en faites un point là. D'accord? Donc cette courbe, vous pouvez l'amener là. Ça va simplement être phi rond gamma. D'accord? À chaque point, vous l'emmenez là. Évidemment, phi étant smooth, si ça c'est une courbe, c'est infini. La courbe ici va être c infini. Il suffit de regarder dans une carte, c'est évident. Tout est smooth, tout est c infini, tout va bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez montrer que le push forward du vecteur tangent ici est précisément le vecteur tangent là. C'est joli. D'accord? Donc vous pouvez... Enfin, c'est assez agréable. Ça prend 2 lignes à le montrer. C'est trivial. Mais... Vous avez une question? Je comprends pas pourquoi c'est phi star qui va de Tn dans Tn. Enfin, c'est pas phi qui fait déjà ça. Ah non. Phi, il va de m à n. Il prend un point, il fait un point. Mais là, vous voulez un vecteur et vous faites un autre vecteur. Donc, et les vecteurs, ils agissent sur des fonctions. Et donc, c'est la seule façon de faire. C'est vous? Oui. Ah oui. Si vous avez une courbe définie sur M, à chaque point de la courbe correspond un point là, son image par phi. Donc l'image d'une courbe par phi, ça va être une courbe dans N. D'accord? Et
vous pouvez regarder en un point donné ici, au point P, vous avez le vecteur tangent à la courbe. Eh bien, question, quel est le vecteur tangent à l'image à phi de P ici? Le vecteur tangent à cette courbe au point image. Réponse, le push forward de ce vecteur-là. Donc, je ne sais pas comment le dire autrement. En particulier, non. Non. Ouais, ok. Très bien. Alors maintenant, on va pull back un covecteur, petit c. Pull back d'un covecteur ou d'une forme linéaire, si vous voulez. Alors, comment on pull back un covecteur? Eh bien, c'est quoi un covecteur? C'est quelque chose qui agit sur des vecteurs pour en faire un nombre. Alors, le pullback du covecteur, donc le back, je vais le mettre en haut. Je vais faire un phi, enfin, je mets l'étoile en haut. Phi étoile en haut de oméga, enfin, appliqué à oméga, où oméga est une forme linéaire, c'est donc dans T étoile n. D'accord ? Donc, je push forward des vecteurs, je pars du fibré tangent du premier et je vais dans le fibré tangent du second. Le phi étoile en pullback comme ça, alors il faudrait noter un autre nom, enfin, il faudra avoir une autre notation que quand on applique ici, ça va, comme je disais, ça va de C infini de n en C infini de m. Et là, ça va de T étoile n dans T étoile m. Donc, on le ramène vers le point de départ. Et donc, vous avez une certaine forme linéaire, et vous en faites donc une forme linéaire là-dessus. Comment vous allez définir cette forme linéaire qui est pullback de celle-là? Ben, c'est très simple. Une forme linéaire, vous la définissez en disant comment elle agit sur un vecteur. Eh bien, donc, soit x dans Tm, c'est ça. Alors, j'ai oublié de dire une chose, mais qui est évidente. C'est que ça, en fait, ça appartient à T phi de P en n, d'accord? Un vecteur tangent au point P ici, vous le poussez sur un vecteur tangent au point phi de P, bien évidemment. Ça se voit ici. Ça agit sur une fonction qui au point phi de P. Bon. Donc là, de la même façon, vous prenez x. Non, vous avez oméga qui est un covecteur au point phi de P. Et vous en faites une forme linéaire au point P. Donc comment on fait ça? Eh bien, soit x, un vecteur en un certain point, cette fonction-là doit faire un nombre à partir de ce vecteur-là. Mais oméga n'agit pas sur les vecteurs de m, oméga agit sur les vecteurs de n. Bah, très simple, il suffit de pusher le vecteur là, et vous appliquez oméga
au vecteur pushé. Donc, c'est-à-dire, vous avez phi étoile m, pardon, phi étoile de oméga appliqué en x, c'est oméga appliqué au push forward de x. D'accord? Je le redis mieux, enfin j'espère. Vous avez une forme linéaire qui prend un vecteur ici qui fait un nombre. Et vous voulez fabriquer une forme linéaire qui prend un vecteur ici et qui fait un nombre. Mais vous pouvez prendre que des vecteurs ici. Votre forme linéaire, elle prend des vecteurs là. Comment vous allez prendre un vecteur là? Vous emmenez le vecteur là, par le push forward, et vous lui appliquez la forme linéaire. Donc ça vous fait une forme linéaire ici. Donc, vous voyez que vous pushez forward, si on peut dire, je ne sais pas comment dire, ouais, vous pushez forward des vecteurs, et ça vous permet de pull back des covecteurs. Donc, vous voyez, cette définition, elle est tout à fait naturelle. Oui? Ça, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait comment est-ce qu'on l'utilise en relativité générale? M et N, ça représente des... Alors, effectivement, en relativité générale, on l'utilise de M dans M. On va le voir tout de suite. C'est-à-dire que si vous avez... Ça marche aussi si N, c'est M, en fait. Donc, et alors, quand vous avez un champ de vecteurs qui va vous définir un flow, c'est-à-dire que vous prenez une ligne de champ, vous pouvez avoir une courbe intégrale d'un champ de vecteurs. Vous avez un champ de vecteurs défini partout. En un point donné, vous allez pouvoir suivre le champ, en fait. Vous suivez le champ, vous faites la courbe intégrale, une ligne de champ, quoi. Vous suivez le champ et ça vous emmène ailleurs. Et ça va vous permettre, du coup, de push un vecteur ici au vecteur là. Et vous allez pouvoir les comparer. Et en fait, toute l'idée, je le dis tout de suite, l'idée de la symétrie d'une métrique, c'est que, alors de même que vous pouvez pull back un covecteur, vous pouvez pull back une métrique. Comment vous pull back une métrique? Si vous avez une métrique ici, et vous voulez faire une métrique là, en fait, la métrique, elle prend deux vecteurs, elle fait un nombre. Donc vous voulez prendre deux vecteurs ici et faire un nombre. Comment vous faites? Ces deux vecteurs, vous les mettez là, et la métrique, vous l'avez ici. Et donc, en fait, si la métrique pullback de celle-là, ici, c'est la métrique qui donne à ces deux vecteurs ce que donne cette métrique sur les deux vecteurs. C'est complètement naturel. Mais du coup, si vous êtes au sein de la même variété de l'espace-temps, vous avez un flot de vecteurs. Enfin, vous avez un champ de vecteurs qui vous fait un flot de lignes de champ, si vous voulez. Alors, vous allez dire que la métrique est symétrique vis-à-vis de ce flot si, quand vous ramenez la métrique d'ici à là, c'est encore la même. D'accord? Et c'est le cas sur une sphère ronde. Vous avez une certaine métrique ici. Si vous prenez, je sais pas, sur une sphère ronde, par exemple, vous prenez le champ de vecteurs qui tourne autour de... D'accord? Vous avez le champ de vecteurs qui fait ça. Donc, si vous prenez... Donc, les lignes de champ sont des cercles comme ça. Et donc, si vous prenez les vecteurs ici et que vous les amenez là, eh bien, vous allez avoir comment dire, la métrique appliquée à ces vecteurs. Les produits scalaires ici, si c'est les mêmes que là, si c'est la même métrique ici et là, celle que vous ramenez de là, si c'est la même que celle que vous aviez au départ, c'est que c'est une symétrie. Maintenant, si vous êtes sur un truc biscornu, ça ne va juste pas marcher. Donc en fait, c'est comme ça qu'on définit les symétries, en disant que si vous pull back la métrique, elle reste la même. Alors on va le dire plus proprement, mais c'est vraiment ça l'idée. OK.
What time is it? Ok, ça va être chaud, mais on va le faire. Alors justement, petit d, pullback d'une métrique. Et là, vous allez voir apparaître quelque chose de magnifique aussi au passage. Je ne peux pas résister à l'idée de vous le mentionner. Donc, pullback d'une métrique. Donc pareil, M, N. Vous avez donc ici une métrique définie sur N, Gn. Eh bien, vous pouvez faire un pullback. Alors, back c'est en haut. Pullback de Gn. Ça vous fait une métrique sur M. Comment? Donc là, phi ici, bien sûr. Comment? Eh bien, en disant que... Donc, vous voulez que ce soit une métrique sur M. Donc, vous voulez prendre deux champs de vecteurs X et Y. Donc, ça qui sont dans Tm. Alors, au même point. Donc, le même TP, évidemment, la métrique, elle est locale. Hein. Donc, en un point P. Vous avez deux vecteurs en un point P. Et comment vous faites... Quelle est la métrique que vous avez pullback de là, ici? Eh bien, c'est simplement la métrique en N appliquée au push-forward de X et au push-forward de Y. Et bien évidemment, ces deux vecteurs-là sont bien tous les deux au même point. Quel point? Phi de P, justement. T phi, voilà. Les deux sont dans T phi de P n. Vous voyez, c'est très naturel. Donc voilà comment vous définissez le pullback. Et il y a un cas particulier qui est très très éclairant, me semble-t-il. C'est le cas particulier où, par exemple, le cas particulier où vous avez une immersion de M dans N, un plongement plus exactement de M dans N, ça se note comme ça en général. Donc vous avez une application phi injective d'une certaine variété dans une autre. Par exemple, un plongement de la sphère S2 avec sa topologie et une structure différentielle, mais pas de métrique. Et vous avez N qui est R3 avec la topologie standard et la structure topologique standard. De toute façon, il n'y en a qu'une à équivalence près. Enfin, on avait vu ça. La variété différentielle R3, l'espace euclidien standard. Voilà. Si vous avez un plongement... Alors, S2, c'est quoi? S2, c'est... Je parle de la variété topologique S2. Mais il y a plein de façons de plonger S2 dans l'espace à 3 dimensions. Je peux plonger cette sphère topologique dans une sphère ronde, justement. Ça, c'est un premier plongement. Mais je peux la plonger dans un ellipsoïde. C'est un autre plongement. C'est la même variété. Je la plonge différemment. C'est-à-dire que la fonction ici injective qui réalise ce plongement dans l'espace de dimension supérieure est différente. Mais je peux aussi la plonger comme un patatoïde, comme ça. C'est des plongements tout à fait raisonnables. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai une métrique. Ah oui, ici, je mets la métrique euclidienne. D'accord? Par exemple. Donc, je plonge la sphère dans l'espace le plus naturel, enfin, dans l'espace euclidien à 3 dimensions. J'ai différentes façons de le plonger. Et question, quelle est la métrique pullback d'ici, là? Eh bien, si vous faites ça, vous allez trouver ici la métrique ronde de cette sphère-là. Vous vous rappelez la métrique qu'on a donnée par sa connexion
d'abord, puis par sa métrique R2 sin carré θ, que vous avez eu aussi d'ailleurs dans le partiel, si je ne m'abuse. D'accord ? Vous vous rappelez cette connexion, vous avez calculé les gamma IJK pour ce truc-là. En fait, la métrique-là, c'est la métrique pullback correspondant à ce plongement-là. C'est extraordinaire. Enfin, disons, on comprend que c'est la métrique qui donne, ou la connexion qui, disons, c'est la connexion qui donne une forme à la variété, et la métrique qui lui donne une forme et une taille. Donc, si maintenant vous faites ce plongement-là, vous allez avoir ici la métrique ellipsoïde. Et là, vous allez avoir la métrique patatoïde. Donc, en fait, c'est une application très importante du pullback d'une métrique. Ça vous permet d'obtenir sur la variété la métrique qui correspond voilà, dont on peut montrer qu'elle correspond exactement à la métrique disons qui donne les géodésiques qui vont bien, quoi. C'est-à-dire bon, ouais, non, oui, dites. N'importe quelle métrique à partir du pullback de la métrique euclidienne. Oui, en fait, c'est ça. Vous avez, si vous plongez une surface dans R3 euclidien, vous avez donc une métrique dans l'espace d'arrivée. Vous pouvez la pullback et vous avez une matrice gratos dans les métriques de départ. Et ce que j'allais dire, c'est que si vous prenez, je sais pas, si vous prenez un élastique et que vous le fixez en 2 points, un élastique donc, qui va avoir une longueur, qui va chercher à avoir une longueur minimale dans l'espace 3D, parce que l'espace 3D, il est, enfin, c'est avec la métrique standard, une longueur minimale calculée comme la somme des ds2, où ds2 c'est dx2 plus dy2 plus dr2, enfin la métrique de l'espace dans lequel c'est plongé. Eh bien, donc vous prenez un élastique, vous le fixez en 2 points, il va épouser une certaine forme, et cette forme va se trouver être une géodésique de la métrique plongée, enfin de la métrique pullback. Vous voyez comment tout ça est cohérent? Donc voilà, je voulais mentionner ça. Et maintenant, donc, la définition d'une symétrie, c'est que si vous êtes au sein d'une variété M et que vous avez un champ de vecteurs, donc un champ de vecteurs, en chaque point, vous avez un vecteur, c'est un champ de vecteurs lisse, hein, bien sûr. On définit les courbes intégrales de ce champ de vecteurs, définies comme les courbes dont le vecteur tangent en chaque point est précisément le vecteur du champ en question. D'accord ? On peut toujours faire ça, ça s'appelle la courbe intégrale ou les lignes de champ en termes plus habituels. Eh bien, vous allez définir ce qu'on appelle le flot d'un champ de vecteurs de la façon suivante. Deuxièmement, flot d'un champ de vecteurs. Alors, il faut que le champ de vecteurs soit complet si on veut pouvoir l'étendre à l'infini. Je ne rentre pas dans trop de détails. Ce qui est important, c'est que vous compreniez l'idée. Donc, définition. Courbe intégrale. Qu'est-ce que c'est qu'une courbe intégrale? C'est exactement ce que je viens de dire. C'est juste pour que vous ayez la définition formelle. C'est une ligne de champ, vraiment. C'est donc une courbe gamma de R dans M, qui à lambda donne gamma de lambda. Alors, courbe intégrale du champ
lisse, sous-entendu, hein, tout est évidemment lisse, du champ X, c'est une courbe intégrale. Une courbe intégrale, c'est une courbe telle que, quel que soit lambda, la vitesse, donc le vecteur tangent à la courbe gamma au point gamma de P, ce n'est rien d'autre que x au point P. C'est la courbe intégrale du champ en chaque point de la courbe. Le vecteur tangent, la vitesse de cette courbe-là, c'est le vecteur qu'on a en question. Et ça, ce que vous voyez, c'est que ça définit un flot, donc petit b, flot d'un champ de vecteurs. Ça vous définit donc soit un champ de vecteurs lisse x et voilà. Ça vous définit une application, donc le flot d'un champ de vecteurs. C'est une application de R croix M dans M qui prend un paramètre et un point et qui donne, alors souvent on va la noter, voilà, on va noter comme ça, phi indice lambda de P c'est le point de la courbe intégrale que je vais noter gamma P en lambda, c'est-à-dire c'est gamma P de lambda, mais il faut que, je vais peut-être noter gamma I pour dire que c'est la courbe intégrale. Alors, c'est quoi cette courbe intégrale? Eh bien, vous avez un point P. En ce point P, il y a un certain vecteur. Donc, gamma intégrale au point P est la courbe intégrale du champ X. Ah oui, il faut que X apparaisse quelque part ici. Je vais mettre phi X lambda. Voilà. Et là, ça va être gamma. Ah, je vais l'appeler comme ça, gamma X de P. Pardon pour la notation révisée ici. Gamma X, une courbe intégrale du champ X. Gamma XP est la courbe intégrale du champ X à partir de P, c'est-à-dire telle que la vitesse de cette courbe en 0, donc au point P en fait, enfin, oui, tel que gamma x au point P de 0 soit P, et la vitesse de gamma x au point P en 0 soit x de P. Enfin, je pense que je l'ai bien écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez un point P. En ce point-là, il y a un certain vecteur du champ. Vous avez un champ. Vous prenez un point P. Eh bien, il y a une courbe intégrale qui passe par P. D'accord? Et ce flot, pour un certain paramètre lambda, il vous amène de ce P au point de paramètre lambda.
Le point P, c'est gamma xp de 0. Et vous le poussez, donc vous parcourez la courbe intégrale pendant si le paramètre c'est le temps, pendant un temps lambda. Mais enfin, ça peut être n'importe quel paramètre. Donc, en chaque point, vous avez une courbe intégrale du champ qui passe, et vous parcourez cette courbe pendant un paramètre lambda. Donc, pour chaque lambda, vous avez en fait un difféomorphisme de M dans lui-même en tout cas oui, c'est pas forcément un difféomorphisme, c'est pas forcément inversible si le champ de vecteur s'annule quelque part. Donc peu importe. Ah oui, mais du coup il y a un problème avec la complétion. Bon, peu importe. Vous avez une application lisse de M dans lui-même, donc pour tout lambda, le flow associé à X indexé par lambda est une application de M dans M lisse. Et donc elle vous permet de pusher forward des vecteurs et de pullback des covecteurs ou de pullback des métriques. Et vous voyez qu'en fait, vous avez une famille à un paramètre d'applications comme ça, qui forment un groupe. Pourquoi? Parce que phi x lambda 1 plus lambda 2 de P, c'est phi x lambda 1 de phi x lambda 1 rond phi x lambda 2 de P. Est-ce que vous voyez ça? Vous partez du point P et vous suivez la courbe intégrale, vous intégrez le champ, vous suivez le champ partout, vous déplacez le long du champ pendant un paramètre lambda. Maintenant, si vous suivez pendant un paramètre lambda, et puis que maintenant, vous recommencez, et vous partez de là, et vous suivez d'un paramètre lambda 2. Ben, en fait, c'est comme si vous étiez parti du départ et que vous aviez suivi pendant un paramètre lambda 1 plus lambda 2. Donc, phi lambda 1 rond phi lambda 2, c'est phi de lambda 2 plus lambda 1, appliqué au point P. Donc vous avez une famille à un paramètre qui forme un groupe d'applications de M dans lui-même. Et c'est ça qu'on appelle le flow du champ de vecteurs. C'est l'ensemble de ces applications, c'est ce groupe d'applications qui consiste vraiment, c'est vraiment à suivre le champ de vecteurs. Donc imaginez une rivière avec un flot, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, et vous partez d'un certain point, et vous suivez la particule de fluide, elle avance pendant un certain temps, elle est là, un temps suivant, elle est là, et évidemment, vous avez... Donc chaque petite particule fluide va se retrouver quelque part, ailleurs, et si vous fixez le paramètre, ça vous fait passer de tous les endroits à un autre endroit. Vous suivez le flow pendant un certain temps, pendant un certain paramètre lambda. Et c'est évidemment un groupe à une dimension, en tout cas si le flow est stationnaire, si la rivière est stationnaire, mais là vous avez un champ de vecteurs, donc il est défini partout sur la variété. Et donc évidemment, si vous vous déplacez d'un paramètre lambda 1, puis après d'un paramètre lambda 2, bah, vous êtes déplacé d'un paramètre lambda 1 plus lambda 2, tout ça est complètement évident. Donc le flow d'un champ de vecteurs, c'est ça. Vous avez un champ de vecteurs lisse. En chaque point, il passe une et une seule courbe intégrale, celle dont le vecteur tangent est en chaque point exactement le vecteur du champ. Donc c'est vraiment les lignes de champ. Donc le flow, c'est ça. Ce sont ces applications. Donc vous avez des applications de M dans M. Et ça permet de faire une chose extraordinaire, qui est la dérivée de l'I. Je crois que je vais m'arrêter là. Ah mais non, on a encore 7 minutes en fait. Ah mais j'avais oublié de compter la pause théorique. Très bien. Alors, troisièmement, dérivée de l'I.
m'avait demandé si on ferait ça, parce que je crois que c'est un prérequis pour un des masters. Donc voilà, ça tombe bien, on va le faire. Enfin, pour un des M2 qui suivent. La dérivée de Lie, donc c'est quelque chose de tout à fait naturel. Je vais le faire dans le cas général, soit un tenseur T de rang RS, peu importe. Par définition, il n'y a pas d'autre chose à en dire, la dérivée, donc la dérivée de Lie du tenseur T associé, enfin dans la direction du champ de vecteur lisse, donc vous avez un champ de vecteur lisse sur la variété. Par définition, et ça s'écrit comme une dérivée comme on les aime bien, parce qu'en fait, on travaille dans l'espace des paramètres. On fait bouger le paramètre. En fait, le long du flot, c'est le paramètre qui bouge. Donc, vous vous rappelez, on avait des problèmes à dériver en disant j'ai un certain vecteur, le vecteur à l'arrivée moins le vecteur au départ divisé par le déplacement. Mais le déplacement, il n'y a pas de vecteur déplacement. C'était notre problème depuis toujours. Mais là, on suit le flot. On suit le flot du champ de vecteurs, et donc, ce qui définit le déplacement, c'est le paramètre. De quel paramètre on s'est déplacé? Pendant combien de temps on a suivi le champ de vecteurs? Pendant combien de temps, au sens, pendant combien de quantité de paramètres on a suivi le champ de vecteurs? Et donc, en fait, ça revient à pullback le long du vecteur x de la quantité lambda, de paramètre lambda. On prend le champ de vecteur à l'arrivée, moins ce qu'il était au début, donc ça, si vous voulez, c'est la dérivée au point P, moins le tenseur au point P, divisé par lambda, limite quand lambda tend vers 0. On ne peut pas faire plus simple. Donc là, c'est au point phi x lambda de P. Je vais mettre comme ça. Phi x lambda, je ne sais pas si vous voyez quoi que ce soit là. Phi x lambda, enfin, donc, vous avez P ici, et... qu'est-ce que... Non, oui, enfin... Ah, oui, non, c'est ça, c'est ça. Phi x lambda. Donc, vous partez... Vous voulez la dérivée d'un certain tenseur ici, en ce point-là. Dérivée le long du flot, enfin, dans la direction du champ de vecteur. Eh bien, vous partez de là, vous suivez le flot jusqu'à un certain point, et puis vous le ramenez ici. Donc vous avez le vecteur, le tenseur, vous avez le tenseur ici. Et vous le ramenez là, par un pullback. Du coup, vous l'avez ramené, et puis vous pouvez regarder la différence entre ce que vous avez ramené d'ici et ce qu'il valait quand il est, enfin, ce qu'il vaut ici. Donc c'est, vous pullback celui-là, là, et vous regardez la différence, et puis vous divisez par lambda. Puis après, vous déplacez moins loin, vous le ramenez, et vous regardez la différence. Ce n'est pas la même différence. Après, vous déplacez encore moins loin, et vous le ramenez, et vous faites la différence. Et il y a un moment, et vous prenez la limite de ça quand vous vous déplacez plus que d'un petit paramètre infinitésimal. Et c'est la définition de la dérivée, quoi. C'est vraiment, c'est f de x plus dx moins f de x sur dx, mais limite quand dx tend vers 0. Sauf que ça n'a aucun sens. C'est bien ça notre problème dans une variété, parce que d'abord dx, ça ne veut rien dire, et puis f de x plus dx, il appartient à un autre. Il appartient...
enfin si c'est un vecteur ici ou un tenseur, c'est un tenseur en un autre point. Donc, c'est un autre espace. Si c'était des vecteurs, c'est un autre espace tangent. Si c'est des tenseurs, c'est un autre espace tensoriel. Ça, c'est le tenseur à un autre point. Vous ne pouvez pas faire le tenseur là-bas, moins le tenseur ici. Ça ne veut strictement rien dire. Mais si vous avez un flow défini par votre champ de vecteurs, vous pouvez ramener le tenseur là-bas, vous le ramenez là. Et du coup, maintenant, ils sont tous les deux au même point. Là, vous pouvez faire la différence et vous divisez par l'intervalle de paramètres, qui est un nombre réel. Donc vous voyez que ça, c'est parfaitement bien défini, c'est complètement naturel de faire une chose pareille, et c'est ce qu'on appelle la dérivée de Lie. Alors, on peut montrer au passage, on ne va pas le faire, mais c'est très simple, parce qu'en fait, vous voyez bien que c'est la structure d'une dérivée. Donc on peut montrer très facilement que ceci, d'abord c'est bien linéaire, c'est-à-dire que si vous faites la dérivée de Lie de T1 plus T2, ça vous donne la dérivée de Lie de T1 plus la dérivée de Lie de T2, à l'évidence, hein, d'accord. C'est linéaire. Par ailleurs, la dérivée de Lie d'un tenseur de rang RS, c'est un tenseur, enfin prime, de rang RS. Hein, donc ça ne change pas le rang du tenseur, évidemment, puisque c'est cet objet-là, quand vous pull back une métrique, ça reste une métrique. Donc ça ne change pas le rang du tenseur, donc tout va bien. Et par ailleurs, ça vérifie Leibniz, la règle de Leibniz. Que vous pouvez par exemple exprimer comme ça, Lx de, je sais pas, un tenseur T croix un tenseur S, ça va être la dérivée de Lie de T croix S plus T croix produit tensoriel, hein, dérivée de Lie de S. Ou les formes équivalentes qu'on a vues quand on a fait la dérivée covariante, c'est-à-dire la dérivée... Je vais le faire après. Alors, s'il me reste 2 minutes, je fais ça. Allez, on va dire 2 minutes. Vraiment 2 minutes. 2 minutes et demie. Non, parce que il ne faut pas qu'on y revienne après. Tout d'abord, la dérive... donc ça, c'était, allez, petit a définition. Petit b, dérivée de Lie d'une fonction. Ça, c'est trivial. La dérivée d'une Lie d'une fonction, donc si ici, ce n'est pas un tenseur, mais c'est une fonction, on a vu que le pullback d'une fonction, c'est simplement la composition. Hein. Donc en fait, la dérivée d'une fonction, c'est-à-dire, vous êtes là, vous voulez la dérivée ici. Donc vous suivez le flow, vous allez ici, et puis vous le ramenez là, et vous faites la différence, et vous divisez, voilà. Donc en fait, vous suivez le flow, donc c'est la définition de la dérivée directionnelle. Hein. C'est-à-dire, évidemment, donc pour une fonction f dans C infini de m, la dérivée de Lie de la fonction, ce n'est rien d'autre que x appliqué à la fonction, hein, c'est-à-dire x mu, d nu, d mu, f, le truc qu'on a vu toujours, enfin, ou df sur dx mu, si on veut l'écrire complètement dans une carte x, c'est la dérivée directionnelle, évidemment. D'accord ? Vous pull back la fonction, c'est juste la ramener par la composition, et donc, mais dans la direction du champ. Hein, c'est-à-dire, vraiment, vous vous déplacez, vous êtes en un point, vous suivez le flow à partir de ce point-là, donc c'est la dérivée directionnelle, on ne peut pas faire plus simple. Petit c, dérivée de Lie d'un vecteur. Et c'est là, et après je m'arrêterai. La dérivée de Lie d'un vecteur, comment vous allez obtenir? En fait, en appliquant la règle de Leibniz, vous allez avoir, puisqu'un vecteur, ça agit sur une fonction, la dérivée de Lie de y appliquée à f, ça, d'une part, c'est une fonction. Un vecteur appliqué, enfin un champ de vecteurs, pardon, un champ de vecteurs appliqué à une fonction, c'est une fonction.
d'accord? Puisque un vecteur appliqué à une fonction, c'est un nombre, mais un champ de vecteurs, il y a un vecteur en chaque point. Donc ça, c'est bien une fonction. Donc on sait déjà comment ça agit. Ça, c'est simplement... Donc ça, c'est une fonction. Donc ça, c'est x appliqué à la fonction yf. D'accord? D'une part, mais par ailleurs, par Leibniz, et Lx appliqué à yf, c'est quoi? Eh bien, c'est Lx de y appliqué à f. Et vous voyez bien que ça, c'est la dérivée d'un champ de vecteurs. Donc, ça reste un champ de vecteurs, vous pouvez l'appliquer à f. Plus, eh bien, y, la dérivée de la fonction. D'accord? Et la dérivée de la fonction, on sait déjà ce que c'est. C'est ça, c'est x appliqué à f. D'accord? Et donc, vous voyez quoi? C'est sublime. Vous voyez tout de suite que... Je vais mettre en rouge. Vous voyez que la dérivée de l'i d'un vecteur appliquée à la fonction f, donc ça égale ça, donc ça, c'est ça, moins ça. Donc c'est x appliqué à y appliqué à f, moins y appliqué à x appliqué à f. Et donc ça, c'est ça. Et donc vous voyez que la dérivée de l'i, que j'avais donnée, comme ça j'avais mentionné en passant, c'est le commutateur. La dérivée de l'i du champ y dans la direction du champ x, c'est x, y. On l'a démontré là. Vous voyez, enfin, à partir de Leibniz, mais ça, vous pouvez ça se montre à partir de la définition. Mais vous voyez, en appliquant simplement Leibniz, on a ça. Et puis après, une fois qu'on a ça, on peut avoir la dérivée de l'i d'une forme linéaire, de n'importe quel tenseur, de proche en proche, comme on l'avait fait avec la dérivée covariante, en prenant les contractions, enfin, ouais, tout ça fonctionne. J'aurais aimé pouvoir en dire un tout petit peu plus, j'ai pas le temps. Et donc, le dernier point qu'il fallait introduire, mais du coup j'en parlerai la prochaine fois, c'est la notion de symétrie. Donc, on dit, je dis juste ça, on dit qu'un champ de vecteurs x, champ de vecteurs, on appelle ça un champ de vecteurs de Killing, donc associé à une symétrie, en fait, générateur d'une symétrie. Il faudrait parler de sous-algèbre de Lie, je ne vais pas si loin, mais si la dérivée dans la direction x de G de la métrique, c'est 0. Là, on a une symétrie pour G. D'accord? Si en fait la métrique ne change pas le long du flot, quoi, en fait. C'est que ce flot-là vous donne une symétrie. Vous voyez, enfin, vous comprenez intuitivement l'idée. Bon, j'aurais voulu être un tout petit peu plus formel sur la fin. On y reviendra parce que il faudra dériver l'équation de Killing qui dit, juste je la note parce qu'on repartira de là, qui dit que... où est-ce qu'elle est? J'ai pas écrit ça? Si, forcément. Voilà. Qui dit que, donc, si vous avez un champ de Killing comme ça, qu'on note K, vous avez nabla mu K nu plus nabla nu K mu égale 0. On peut montrer, c'est pas compliqué, ça peut être un petit exercice, on peut montrer que dire ça, c'est pareil que dire ça. J'ai remplacé x par k. Un champ de Killing vérifie ça.
Et à partir de ça, on peut montrer qu'il y a des quantités conservées le long des géodésiques, et c'est ça dont on aura besoin pour faire le redshift gravitationnel et tous ces trucs-là la prochaine fois. Donc j'espérais finir ça, peut-être on prendra 10 minutes la semaine prochaine pour reformaliser ça, mais c'est ça l'idée. Oui. Par exemple, un métrique sphérique, ouais. par rapport au champ vecteur de θ, ouais. il serait nul. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça, et parce que, oui. En fait, on peut montrer, je le redirai la prochaine fois, quand vous avez une métrique qui ne dépend pas d'un certain paramètre, par exemple, effectivement, à ce moment-là, le champ de vecteur D sur D rond, ce paramètre, est un champ de Killing, parce que vous pouvez faire une translation le long de cette variable-là, il ne se passe rien, la métrique reste la même, parce qu'elle n'en dépend pas, donc c'est assez évident. Donc voilà, je reformaliserai un tout petit peu ça, mais vous avez l'essentiel ici de ce que je voulais dire. La semaine prochaine, c'est notre dernier cours. Donc on fera, c'est promis, on fera Schwarzschild, déflexion des rayons lumineux, redshift gravitationnel et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Hein? Ah, peut-être un peu de cosmologie. Ça, ouais, si, on pourra essayer, mais je ne le garantis pas. Ouais, ce serait pas mal quand même. Ok. D'accord. Éventuellement, j'ai l'agré autre chose. Ah non, oui, je voulais dire le périhélie Mercure aussi. L'avance du périhélie. Vous préférez quoi? Vous préférez... J'ai pas bien compris. Vous préférez l'avance du périhélie ou la Cosmo? L'avance périhélie. L'avance du périhélie. Et vous, Cosmo? Qui vote? Si on n'a pas le temps de tout faire. Si on n'a pas le temps de tout faire, peut-être qu'on aura le temps, mais soit on fait il y aura peut-être un choix entre l'avance du périhélie de Mercure ou la cosmologie, c'est-à-dire l'expansion de l'univers. En fait, on fait déjà de la cosmologie. Ouais. Ah, les avis sont partagés. Vous êtes pour Cosmo aussi, et vous dites que vous l'avez déjà fait, donc c'est pas la peine. On fait un peu de la cosmo, donc autant voir un peu autre chose. Ouais. Bon, on verra. J'essaierai de tout faire, mais...